Hey, salut tout le monde, salut à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, toi qui nous regardes ici à travers cette vidéo. Ici Mickaël Mélissa, aujourd'hui je suis en compagnie de Dusan. Voilà, et je te laisserai, il se présentera tout à l'heure tout seul face à la caméra. Alors, ici on est dans un super hôtel à Genève pour un séminaire business. Et vu que je sais que Dusan habite en Suisse, donc je l'ai invité avec plaisir et surtout il a accepté mon invitation. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Alors on a vu un petit apéro avant, avant de commencer l'interview. Mais aujourd'hui, si je t'ai fait cette interview avec Dusan, c'est pour parler de business, pour parler d'investissement. Alors attention, investissement dans ton business, investissement en toi, parce que Dusan, en fait, on a démarré un peu en même temps sur Internet en infopreneur francophone dans les années, il y a une dizaine d'années. Ouais, plus que ça. Ouais, 10-15 ans même, voilà. En tant qu'infopreneur, et du coup il a une grande expérience, il a une belle vision de l'avenir de l'entrepreneuriat, et aussi, et du coup il va te délivrer des pépites qui valent vraiment leur pesant d'or, tu vois, à travers cette interview. Donc reste vraiment jusqu'à la fin, prends de quoi noter, ça va être vraiment, voilà, vraiment un petit bijou. Alors Dusan, merci encore une fois, donc merci encore une fois d'être venu donc jusqu'à Genève, donc pour cet entretien. Tout à fait amical, hein. On fait ça de manière détendue, amicale. Peux-tu commencer tout simplement par te présenter très brièvement, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études, et aujourd'hui qu'est-ce que tu fais, tes sites internet, etc. Ouais. Alors, donc moi, je m'appelle Dusan, je viens de Suisse. Et à la base, j'ai rien à voir avec le milieu du marketing, du business et tout, puisque j'ai une formation en philosophie, philosophie, psychologie. Donc voilà, en fait, c'est simplement que pendant mes études, j'ai été pris de passion pour Internet, tous les aspects d'Internet. J'ai commencé à bricoler mes premiers sites, je me suis intéressé surtout à l'impact d'Internet pour transmettre des idées et transmettre de l'expertise. Donc j'étais déjà un peu intéressé à l'infopreneuriat, sans même savoir que ça s'appelait comme ça. Et vu que je me suis très tôt intéressé à Internet, j'ai développé une expertise dans le domaine de la communication, combinée avec ce que je faisais en philo, psycho, etc. Et j'ai des gens qui ont commencé à me demander des services, des conseils, genre est-ce que tu peux m'aider pour faire un site, est-ce que tu peux, comment tu communiquerais telle chose sur Internet, etc. Et donc petit à petit, j'ai commencé à prendre des mandats dans le domaine d'Internet au sens large. À l'époque, je savais un peu tout faire, et puis surtout je disais oui à tout, parce que quand on commence en business, on dit oui à tout. C'est clair. Pas de problème, je sais faire ça. Je sais faire, je me débrouillerai, j'apprendrai sur le tas. Exactement. J'avance. Voilà. Exactement. Et du coup, j'ai commencé comme ça, et j'ai fini par arrêter mes études parce que je savais que je voulais surtout pas être dans le milieu académique en fait. Ça m'a toujours saoulé. Et du coup, je voyais que j'avais un peu de succès, qui commençait en tout cas, que j'avais du potentiel dans l'entrepreneuriat. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, bon, là, c'est le bon moment, je me lance sans filet, et je fais mon entreprise à fond. Et du coup, depuis en quelle année tu as démarré? J'ai démarré officiellement, mon entreprise date de 2009. Mais j'ai commencé avant ça, j'ai commencé en tout cas en 2008, si c'est pas 2007. Et bien sûr, je m'intéresse au sujet avant de moi faire des trucs pour les autres. Je me formais déjà en autodidacte sur le sujet pendant toutes mes études. En fait, dès que je finissais mes devoirs, mes séminaires, mes trucs que je devais faire, mes livres, j'étudiais le marketing et la communication en fait. Et oui, alors c'est que en fait le marketing, la communication, alors que ça soit sur Internet ou extérieur à Internet, mais c'est très important, il faut savoir vendre. Aujourd'hui, quand on lance un service, quand on lance un produit, le plus important en fait, c'est pas le produit en lui-même. Sur de bonne qualité, c'est très bien, c'est obligé, quasiment obligé, mais tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu ne veux pas connaître à la terre entière, tu gagnes pas ta life, tu gagnes pas ta vie. Et du coup, aujourd'hui, donc tu es passé à un maître en persuasion, d'accord, sur le marché francophone. En tout cas, tu es le spécialiste, l'un des spécialistes en francophone en persuasion. Pourquoi t'es-tu spécialisé dans ce domaine spécifique? Parce que la persuasion, c'est le truc qui se rapproche le plus d'un super pouvoir. Je pense qu'il n'y a rien de... Le super pouvoir. Si on veut si on veut un super pouvoir réalistement aujourd'hui, à savoir persuader, c'est probablement la chose la plus importante. Évidemment, c'est utile vis-à-vis de ses prospects, de ses clients. C'est aussi utile dans la vie privée, c'est utile tout le temps et partout.
Et voilà, moi je me suis toujours intéressé à ça depuis mes études en philosophie et psychologie. Qu'est-ce qui motive les gens? Qu'est-ce qui fait que les gens prennent des décisions? Pourquoi ils les prennent? Avec quel... Est-ce qu'on prend des décisions rationnelles ou irrationnelles? Pourquoi, comment, etc. Et en fait, toutes ces choses qui me passionnaient déjà avant, bah, c'est devenu super important en marketing. Et donc, bah, moi, quand j'ai commencé le marketing en ligne, il n'y avait pas encore de spécialistes, il n'y avait pas encore de spécialité, il fallait savoir tout faire. En arrière, oui, c'est ça. Et je sais en gros tout faire, j'étais en gros un couteau suisse, on va dire. Un couteau suisse. Pour un Suisse. Voilà, c'était la bonne expression. Voilà. Et du coup, ben, voilà, même si je sais en gros tout faire, c'est vrai que le domaine qui m'a toujours passionné le plus et qui a fait que ben, je me suis spécialisé là-dedans, c'est vraiment la persuasion. Et plus concrètement le copywriting, donc qui est la persuasion par les mots dans le contexte du marketing. Ouais, et puis en plus, le copywriting aligné en fait. Ouais, ça c'est mon petit... Tu veux dire un mot de plus par rapport à ça, et pourquoi? Donc pourquoi c'est important d'être aligné avec bon, le produit que l'on vend forcément, mais aussi avec la page de vente, avec le marketing. En fait, ouais, ça c'est ma petite originalité, j'ai appelé ça comme ça, le copywriting aligné ou la persuasion alignée de manière plus générale, c'est l'étiquette que je me donne. La marque de fabrique. Voilà, en gros, c'est l'idée de persuader sans être dans la manipulation négative, dans la manipulation toxique, sans être en mode vendeur de voitures d'occasion. C'est de persuader en étant aligné avec ses valeurs et avec celles de ses prospects et clients. D'accord. Et voilà, et ça, moi je parle pas de persuasion éthique ou de manipulation éthique ou de trucs comme ça parce que ça veut rien dire. En fait, la manipulation, la persuasion, l'influence, tout ça, c'est juste un outil qui peut être utilisé pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons. Donc moi je suis très méfiant, je trouve que c'est assez creux de parler de marketing éthique, persuasion éthique, machin truc, je suis un peu contre ce terme. Et c'est pour ça que je parle de aligner parce que je trouve que c'est plus profond et plus concret. Bah, c'est que aligner et être en phase avec qui on est, pouvoir passer un message, être en phase avec ses clients aussi, ça permet d'être en phase avec un avatar type, hein, vraiment, tu tapes pile poil dans la cible de ton avatar. Et surtout quand on est aligné, je me suis toujours rendu compte de ça aussi avec mes clients, c'est quand on est aligné avec ses valeurs et quand on est aligné dans son copywriting, sa persuasion, on vend plus, on a des meilleurs résultats et souvent on vend plus en étant en plus beaucoup plus sympa, en ayant plus de plaisir et on a aussi je pense un meilleur karma, enfin pour ceux qui croient au karma, on a clairement un meilleur karma plutôt que d'essayer de niquer les gens en mode vendeur de voitures d'occasion. Un vendeur de rêve. C'est ça, voilà. Ouais, tout à fait. Moi j'ai toujours été dégoûté par ce côté vendeur de rêve, argent facile qui est très propre à notre milieu. Hein. On en parlait avant de ce gars là qui a fait du buzz très récemment. Le jeune Suisse. En plus c'est un Suisse, il fait une super pub, c'est génial. Mais voilà, enfin ce gars c'est juste le dernier épisode, mais il y a des trucs comme ça avec Emmanuel qui a fait un bad buzz il y a quelques années en arrière. Et puis même à l'époque de Christian Godefroy, Didier Bonneville, il y avait déjà des mecs qui faisaient des arnaques comme ça et des trucs foireux. Je me rappelle de certains e-books qui venaient de marché US. Jonathan quelque chose, Jonathan P qui faisait des trucs où il remboursait jamais, où il livrait pas les e-books. Il y avait le riche Jerk. Oui, le Rich Jerk, mais c'est vieux ça. C'est super vieux ça. C'était en 2007, 2006, vraiment. Le Rich Jerk, moi j'avais acheté son cours. On l'a tous acheté. C'est pas si mal en plus. Mais en plus, c'est ça, c'était pas si mal. Pour l'époque, en tout cas, c'était pas si mal. Mais c'était même pas très cher, c'était à $27, un truc comme ça, $37. Donc c'est des prix de la VR. À l'époque, ils étaient plus gentils que maintenant. Voilà. Donc, mais en fin de compte, quand on parle de vendeur de rêve, il faut bien quand même se rendre à l'évidence que quand une marque de lessive d'accord, vous vendent soi-disant la meilleure lessive, il faut savoir que les lessives sont fabriquées par un ou deux fabricants dans le monde. Donc en fin de compte, c'est deux fabricants qui ont 90% du marché de lessiviel et ils vous vendent en fait que l'Ariel est mieux qu'une autre, quoi, tu vois. Donc en fait c'est le même fabricant, c'est juste la marque qui change. Donc, et ils nous vendent aussi du rêve. Donc il faut aussi passer par là pour que les gens achètent. Après, il y a, quand vous achetez une voiture, on vend, le constructeur automobile vend aussi du rêve. Donc, il faut quand même dire aux gens que c'est pas mal de vendre du rêve. Par contre, ça dépend jusqu'à où on va. Ça dépend de la promesse que l'on fait. C'est ça que je veux partager. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tout à fait, c'est-à-dire que
les gens, ils ont un problème avec le fait d'utiliser les émotions Ouais. dans le marketing, mais la réalité, c'est que les gens prennent des décisions quasiment à 100% pour des raisons émotionnelles, C'est et ça. après, ils justifient, avec leur cerveau rationnel, ils justifient ces décisions. Donc, ne pas utiliser les émotions dans le marketing, Voilà. c'est un problème. Maintenant, le truc, c'est qu'on peut les utiliser bien. C'est-à-dire Ouais. que moi, ma philosophie sur l'éthique, elle est très simple. C'est que si tu es dans l'intérêt de ton client, si tu travailles dans l'intérêt de ton client Tout à fait. et que tu dois juste le motiver, eh ben, utilise les techniques d'influence, de persuasion, etc. Parce que tu fais ça dans un but qui est honorable et qui est dans l'intérêt de ton client. Et en fait, on pense souvent que la persuasion, c'est toujours contre la personne, contre le client. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, nous, on travaille dans le domaine de la transformation. Finalement, on veut que c'est des gens qui veulent améliorer leur vie, changer leur vie. Il ne faut pas oublier que les gens, ils ont une grosse inertie. Des fois, ils procrastinent, ils ne passent pas à l'action, ils ont peur, ils ont des blocages. Et pour moi, le rôle de la persuasion, c'est aussi d'aider des personnes qui vraiment bénéficieraient de par exemple, ce qu'on enseigne, à oser passer à l'action. Et pour ça, pour les faire passer à l'action, on utilise finalement les mêmes techniques qu'utilisent les vendeurs de rêves, les escrocs, etc. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est chaud, parce que c'est les mêmes outils. En fait, on va dire qu'il y a une limite, Voilà. entre guillemets, hein, il y a une limite à ne pas franchir. Voilà, toujours. C'est ça, c'est qu'il par rapport à y a un soi-même. outil et c'est l'utilisation qui peut être problématique ou pas. C'est comme une arme peut être utilisée Voilà. pour la défense Oui. ou pour l'attaque, etc. C'est comme un couteau de cuisine, quoi. Il peut être aussi Exactement. bien pour faire de bonne cuisine, pour bien manger, mais aussi bien pour tuer, quoi. Exactement, Voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est Et c'est le même couteau, c'est le même objet, mais C'est ça. Voilà. Et moi, c'est pour ça que je parle de persuasion alignée et pas de persuasion éthique. Parce que, ouais, éthique, ça veut tout et rien dire, en fait. Chacun a une vision différente et c'est assez. effectivement. Et du coup, maintenant, on va parler un peu d'investissement. Alors, investissement dans le business. Pourquoi? Parce que quand je rencontre des personnes qui veulent démarrer sur le web, en fait, ils croient et je leur jette pas la pierre parce que c'est aussi le message qu'on leur fait passer et c'est aussi vrai d'un côté. Ils croient que c'est facile de démarrer de zéro avec 0 € ou quelques dizaines d'euros. Et c'est tout à fait possible. Moi, j'ai fait à plusieurs reprises. Hein. J'ai démarré plusieurs business sur Internet avec 0 €, d'accord? Donc, c'est tout à fait possible. Je vais pas dire. Il suffit simplement d'avoir un bon produit, l'avatar, des partenaires et vous lancez votre produit avec 0 €. D'accord? Même vous allez sur la plateforme un TPE, tu mets ton produit d'information, tu auras forcément des ventes régulières, quoi. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, en faisant passer ce message-là, je trouve en tout cas, c'est un manque de professionnalisme. Parce que investir soit en soi-même et ou dans son business, c'est professionnaliser aussi la profession. Ouais. Selon moi. Et du coup, quel serait pour toi le tout premier investissement hein, que tu ferais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur Internet ou hors Internet, finalement, l'entrepreneuriat au sens large. Ouais. C'est vrai que sur Internet, il y a cette idée qu'on peut démarrer avec rien, mais comme tu le dis, c'est théoriquement vrai, mais c'est pas forcément judicieux, c'est pas forcément un truc qu'on peut recommander, ce serait irresponsable de le recommander. Mais on peut démarrer avec beaucoup moins qu'avec un business en ligne. Ça, c'est oui, parce que c'est vrai que si demain tu dois ouvrir un restaurant, bah ouais. je veux dire, ou une c'est des centaines de milliers d'euros. Je veux dire, c'est ça, c'est peut-être 5 000 francs suisses ou 5 000 €, 200 000 qu'il faut avoir, quoi. Donc, voilà. Alors qu'objectivement, un business en ligne, on peut le démarrer. Moi, je dis toujours à mes clients, il faut compter quelques milliers d'euros. Oui. Et souvent, ça leur fait peur, mais en réalité, c'est à peu près ça. Si on veut être objectif, lucide et tout. Et moi, je préfère qu'ils le sachent dès le début, plutôt que de dire non, c'est facile, tu dépenses t'as juste besoin d'un autorépondeur à 10 balles et puis tu vois, un nom de domaine. Mais qu'est-ce que c'est le premier investissement que je ferais si j'étais donc un nouvel entrepreneur qui voudrait démarrer? C'est ça. Pour moi, le premier investissement qu'on doit faire, c'est de la formation et de l'accompagnement. Parce que quand on est un nouvel entrepreneur, c'est impossible de tout savoir. Et on n'a pas besoin de tout savoir parce qu'on découvre en faisant et puis on fait confiance à des gens, on délègue, on se fait aider, etc. Mais je pense que ce qu'on doit absolument savoir, c'est avoir la vision d'ensemble. Donc, moi, le premier investissement que je ferais, c'est apprendre l'entrepreneuriat. Parce que c'est difficile, il n'y a pas un livre qui te dit voilà comment être un entrepreneur, mais on peut apprendre les compétences les plus importantes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le marketing, la vente, le branding, la persuasion, etc. Le copywriting. Pour moi, c'est clairement le marketing et la vente, c'est clairement la priorité. Donc, si aujourd'hui tu démarres sur Internet, par exemple, hein, ou même dans autre chose, mais là on parle vraiment spécifiquement d'Internet,
première chose à apprendre, c'est de bien savoir vendre. Donc le copywriting, Ouais. la persuasion au sens un peu plus large. Et une autre chose, je dirais, c'est très important d'avoir un système, d'avoir une vision d'ensemble. Parce que la plupart de mes clients, par exemple, ils me disent toujours ça. Ils me disent, mais tu sais, moi, je fais un peu des choses au hasard. Je fais ça, ensuite je fais ça et tout, mais ils n'ont pas la vision d'ensemble. Et je pense avoir un vrai système. Donc, pas juste faire des actions marketing à gauche et à droite, mais avoir un vrai système marketing. Je pense que ça, c'est le plus important. Parce que comme ça, on sait toujours quoi faire, dans quel ordre, pourquoi, comment, etc. Donc avoir un plan marketing, tu veux dire? Ouais, un plan marketing étape par étape, un système. Moi, dans mon enseignement, je parle d'un système en 6 piliers. D'accord. 6 piliers du succès marketing. Et si tu suis ces 6 piliers, tu sais toujours là où tu es fort, là où tu es faible, quelles sont les priorités, comment, pourquoi. Et quel est le premier pilier donc de cet enseignement? Dans mon système, le premier pilier, c'est le positionnement. Le positionnement. Donc, c'est toutes les grandes questions stratégiques, à qui je m'adresse, comment je suis différent des autres, quelle est mon originalité, quelle est mon offre. Donc, vraiment les Bon, grandes toi, tu questions. démarquais de la concurrence. Voilà, ouais. Mon avatar, enfin tout ce qui est vraiment les grands fondamentaux et qui malheureusement sont, je sais pas si toi tu vois ça aussi, mais il y a énormément d'entrepreneurs, ils sont pas solides à ce niveau-là. Ouais. Ils savent pas qui est leur avatar client très bien. Ils disent ouais, moi je travaille avec les Avec hommes entre 35 et 65 ans. Oui, c'est ça. En fait, c'est voilà. avec tout le monde, quoi. C'est un peu ça avec tout le monde. Plus à l'aise, voilà. Et du coup, ouais, donc moi je pense que si tu as pas un positionnement, tu peux réussir quand même, mais ça sera 10 fois plus dur et 10 fois moins puissant. Et par contre, si tu as un très bon positionnement, même si tu foires ton marketing, même si tu es mauvais en copywriting, même si tu payes ta pub trop cher, etc., tu peux quand même avoir du succès. Tu t'en sortiras toujours mieux que ça n'a pas de positionnement, tout à fait. Donc, premier pilier vraiment important, au-delà d'apprendre le copywriting et de te former en copywriting, c'est ton positionnement. Ouais. Ton positionnement, c'est vraiment important. Bon, l'avatar client et tout ça, tout ce que Joshan vient de partager, d'accord? Et du coup, donc là, on a parlé, voilà, avant de te lancer, dans quoi tu investirais en premier, donc tu as bien dit, tu as précisé en toi-même. En soi, en sa formation. Ouais. Se former, etc., continuer à se former. Et donc, une fois que tu as un peu plus de bouteilles, un peu plus d'expérience, dans quel domaine tu investirais pour accélérer encore ton succès en quelque sorte? Pour moi, c'est avant de se lancer, c'est investir en soi, soit par des formations, ou mieux par de l'accompagnement, parce qu'on gagne du temps en fait. C'est simplement une histoire que moi j'ai vraiment fait toutes les erreurs possibles et imaginables en marketing. Si je peux éviter à mes clients de le faire aussi, tant mieux. Mais après, quand on commence à avoir du succès, quand on a un produit qui a été testé, qui marche bien et qu'on commence à tourner, à mon avis, le premier investissement le plus important, c'est clairement le marketing direct, la publicité, le trafic payant. Ouais. Parce que il n'y a pas un levier aujourd'hui, à ma connaissance, qui permet d'exploser, de scaler avec plus de puissance, de force de frappe et de prévisibilité que le trafic payant. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais comme source de trafic payant aujourd'hui que toi tu utilises dans ton quotidien? Alors ça dépend un peu des cas, mais dans la plupart des cas, en tout cas si on parle de gens comme mes clients qui sont dans le domaine de l'expertise au sens large, c'est-à-dire qu'ils ont une expertise à partager, peu importe le domaine. Clairement, ils sont thérapeutes par exemple. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des coachs, des consultants, voilà, bref, des gens qui ont une expertise. Moi je les appelle les experts, tu sais, comme e-commerce, email, pour moi c'est les experts, mes clients. Et ouais, clairement le truc c'est la publicité avec personnellement Facebook Ads pour commencer, parce que si tu n'arrives pas à rentabiliser Facebook Ads, il y a peu de chances que tu arrives à rentabiliser les autres. Et bon, il y a quelques cas, voilà, dans certains cas ce sera plutôt Google AdWords, dans certains cas ce sera plutôt YouTube, LinkedIn ou d'autres régies qui ne sont pas des médias sociaux, genre Taboola, Ligatus et tout. Mais moi vraiment j'essaye toujours de tester et de rentabiliser avec Facebook d'abord, et ensuite d'aller, quand je maîtrise bien Facebook, aller explorer d'autres canaux publicitaires avec toute l'intelligence que j'ai obtenue de Facebook. Parce que Facebook, c'est ce qui permet aussi d'avoir le plus d'informations, de mieux tester. De data, quoi, en fait. De data, de ciblage, la précision du ciblage. Et généralement, si une accroche, elle marche bien, si j'ai trouvé, par exemple, sur 4 titres de publicité, j'ai trouvé celle qui marche le mieux, il y a de très fortes chances qu'elle marche aussi mieux sur LinkedIn ou sur YouTube ou comme ça. Et donc, tout le travail que j'ai fait avec Facebook, il va être reporté sur le reste. Il va pouvoir te servir pour les autres, pour les autres canaux publicitaires. Exactement. Ok.
Bon, bah, voilà, déjà, donc là, tu peux remarquer l'investissement premier, une fois que tu es lancé, une fois que ton business est lancé, bien évidemment, et que tu as fait tes premiers tests, c'est l'investissement publicitaire. Et donc, prioritairement, Facebook. Maintenant aussi, on parle d'Instagram. Mais toi, Facebook, Google Ads, YouTube Ads, selon ton avatar client. Ce que j'ai entendu dire, tu vas me rectifier ou pas, je sais pas. Mais quand tu t'adresses par exemple à des patrons d'entreprise, à des chefs d'entreprise, à des en B2B, en B2B ouais. surtout, que LinkedIn a un fort potentiel. Est-ce que toi, tu as testé, tu as un peu de retour d'expérience ou pas? LinkedIn, c'est effectivement en B2B, ça peut être extrêmement puissant, mais c'est aussi cher. C'est ça, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Donc il faut pas se planter, c'est ouais. ça. C'est qu'on peut vite perdre beaucoup d'argent. Ouais. Maintenant, de nouveau, moi je pense que les patrons d'entreprise, ils sont aussi sur Facebook. Ils sont aussi sur Facebook. Ils sont sur Facebook quand ils sont probablement un peu plus disponibles dans leur ouais. tête, quand ils sont moins boulot. Donc ça dépend, mais moi j'ai jamais eu de problème à toucher des gens B2B ouais. Via Facebook aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que monsieur le CEO, monsieur le directeur d'une boîte, il va aussi procrastiner sur YouTube et Facebook, regarder des vidéos de chats et machin. Donc, il n'y a pas trop de problème. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Donc, tu sais déjà par quoi démarrer maintenant. Et du coup, selon toi, quelle est la qualité essentielle pour avoir du succès avec son entreprise? C'est difficile d'en voir qu'une, je dois qu'à une, la plus essentielle. Ouais, okay. Vraiment, parce que pour simplifier au maximum, qu'est-ce que tu retiendrais par rapport à ton expérience et qui t'a permis d'accéder à ce succès-là aujourd'hui? Ouais, si je devais, c'est dur d'en trouver qu'une, ouais, mais si je devais en choisir une, je dirais que c'est la persévérance, pour une raison toute simple, c'est que aujourd'hui, on a un système, on sait, des gens comme toi ou moi, on sait comment faire pour que ça fonctionne, quasiment dans tous les cas, parce que c'est les mêmes principes qu'on applique. Et une fois qu'on comprend vraiment profondément ces principes, on peut les appliquer à tous les cas spécifiques. C'est juste l'expérience qui fait qu'on va être plus ou moins bon dans l'application dans les cas. Et pour moi, moi les seuls clients que j'ai vus qui n'ont pas eu de succès, c'est parce qu'ils n'ont pas persévéré. Parce il y a un process, il y a un système, et pour avoir du succès, il faut l'appliquer de A à Z jusqu'au bout. Et pas essayer de réinventer la roue. Pas se dire, ah maintenant je suis à B, en fait non, je vais plutôt changer. Je vais au A, D. Je vais faire ça. Et, voilà. Et après je reviendrai à C si je veux. Exactement. Et ça a l'air con comme ça, mais suivre un système, faire confiance à un système de A à Z sans réinventer la roue, les gens ont beaucoup de mal à faire ça, certaines personnes. Et je suis moi des fois sidéré parce que les gens me payent pour des consultings privés, ils me payent cher, et malgré ça, ils écoutent pas ce que je dis et ils font leur truc, ils font leur truc dans leur coin, tu vois. Mais ça, c'est vrai, c'est un gros problème avec les formations. Parce qu'une formation, si tu suis la formation de A à Z et que tu appliques réellement les formateurs, alors tu peux te tromper en cours de route, d'accord, mais tu as déjà 80% du travail qui est fait. Bon, après, il faut appliquer, etc. Et ça, c'est un peu le problème parce que, alors que quand tu suis les gens en coaching qui payent plus cher, bien sûr, une formation classique, c'est normal, c'est 30 ans, ton expérience, ton expertise et tout ça. Et du coup, ils ont tendance, parce que moi je sais que quand je paye 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros à un consulting, pas qu'un seul consulting à ce prix-là, mais en tout cas une série de consulting à ce prix-là, j'ai tendance à mieux appliquer quand j'achète une formation à 100 euros, quoi. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai pris une heure de consulting pour 5 000 $, avec un Américain qui travaille, qui a fait toutes les pubs pour Russell Brunson. Donc, qui est une rockstar, on va dire, même s'il n'est pas très connu, il est un peu dans l'ombre, il fait son truc. Millionnaire, multimillionnaire à 21 ans, enfin, c'est vraiment une rockstar. 5 000 € pour l'heure de consulting. Donc, tu appliques, quoi. Voilà, tu la sens passer, donc tu appliques. Et cette heure-là, je pense qu'elle m'a rapporté 25 000 € en 2 semaines. Ouais, dans le mois qui a suivi, t'as fait x5, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ça c'est un truc, c'est quand on parle d'investissement, c'est que investir dans de l'accompagnement, de la formation, surtout l'accompagnement à mon avis, moi je suis un peu, on peut en parler après, moi je suis un peu sceptique avec la formation seule. Oui, il faut les deux. Faut mais investir dans l'accompagnement, ben un ROI pour moi de 1 pour 5. De 5 pour 1, donc c'est très mesurable ce que ça m'a apporté. Et c'est clair que si j'avais eu la même information dans un e-book gratuit, peut-être j'aurais jamais lu. Oui, ou à 30 €, peut-être. En tout cas, j'aurais peut-être pas mis en pratique aussi agressivement, rapidement, etc. Ça, c'est clair. Et c'est normal, en fait, c'est la psychologie humaine. Hein. C'est-à-dire, quand tu achètes,
allez, un truc tout simple. Tu investis dans l'immobilier 100 000 euros. T'inquiète pas que tu vas trouver ton locataire. Et pour qu'il te paye ton crédit. Maintenant, tu as investi je sais pas, 100 euros dans une formation en ligne pour démarrer ton business internet. Et ben, bon, bah, demain, tu vas encore pouvoir bouffer, quoi. Tu vois, parce que 100 euros, c'est pas le bout du monde. Donc, tu vois, et moi, je sais que j'ai créé des commerces en dur, tu vois, en vrai, en physique, où il fallait investir beaucoup d'argent, commerce alimentaire, il faut avoir des fonds. Bon, j'ai pas de fonds, mais j'ai emprunté beaucoup de fonds. J'ai emprunté un peu en love money, puis aussi beaucoup à la banque, pour les 3/4. Et je peux te garantir que tu sais pourquoi tu te lèves le matin pour rembourser, pour rembourser la banque, les fournisseurs, pour payer le loyer, pour tout ça. Alors que sur Internet, finalement, bah, tu peux démarrer avec, on va dire, entre 1000 et 5000 euros, tu démarres, d'accord? Je t'exprime une fourchette là, ça dépend des domaines, même si moi j'ai à chaque fois avec zéro, quasiment. Mais, et du coup, on n'a pas la même pression, donc on se dit, bon, bah, on le fera demain. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est ça. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est ce que tu te dis, bah, je le ferai après manger, après le repas de midi, ou après le repas du soir, ou demain. Non, tu vas jamais avancer. Donc, c'est maintenant, quoi. Tu vois, et ça, c'est un truc qui probablement m'a beaucoup aidé. C'est que quand j'ai commencé ma boîte, j'ai jamais été salarié de ma vie. J'ai arrêté mes études et je me suis dit, c'est la boîte. Et si je faut foirer cette boîte, j'avais pas de plan de secours parce que bah, mes études, je les ai pas finies. Donc, je peux pas devenir prof ou je sais pas quoi. Et en plus, je passe pour un gros con, tu vois, parce que moi j'ai dit à tout le monde, je fais ma boîte, je veux être indépendant, et puis si j'étais revenu la queue entre les jambes 3 mois plus tard, tu vois, ça aurait été horrible. Et je pense que c'est probablement pour ça que j'ai réussi, parce que t'as pas le choix. Et ça rejoint ce que je dis sur la persévérance, c'est-à-dire que si tu dois atteindre le but et qu'on dit, ok, maintenant pour atteindre ce but de la manière la plus rapide, simple possible, sans perdre de temps, d'argent et d'énergie, tu fais ça. Tu vois, il y a je sais pas combien d'étapes il y a une vingtaine d'étapes, c'est pas si compliqué. Non, c'est ça. Bah, si quelqu'un qui connaît, qui a fait le truc te dit ça, bah, tu vas pas t'amuser à prendre des risques parce que tu n'as pas droit à l'échec dans un sens. Donc tu suis et puis bah, finalement au final ça marche. Bien sûr. Et moi j'ai jamais connu un entrepreneur qui a pas eu en tout cas dans notre domaine, un expert qui veut vendre son expertise sur Internet. J'en ai jamais connu un qui a échoué pour d'autres raisons qu'un manque de persévérance. C'est ça. Si on suit un bon système, comme je l'enseigne par exemple, ou plein d'autres, c'est juste une histoire de persévérance. Tout à fait. C'est clair, ne jamais lâcher. Je dis souvent, il ne faut jamais lâcher ses rêves, quoi. Je veux dire, il ne faut jamais abandonner ses rêves, tu vois, c'est vraiment ça le... C'est ça, ça sonne un peu cliché, mais c'est vrai. Mais c'est ça, oui, c'est clairement cliché. Et moi, je sais, bon, toi, tu as fait des études, bon, tu as arrêté en cours de route. Moi, j'ai arrêté très tôt. Toi, je suis rentré sur les chantiers à 14 ans, à l'année de mes 14 ans. Et si tu veux, j'avais pas le choix parce que si ça marchait pas, si mes business, et jusqu'à très longtemps, n'ont pas marché, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai échoué 3 fois, tu vois, 3 bonnes fois. Mais si après, ça marchait pas, je retournais ou éboueur, ou à l'usine, ou sur les chantiers, quoi. Donc, et attention, je dis pas, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, d'accord, mais j'avais pas envie de cette vie-là, tu vois, j'avais envie d'une vie de rêve, ma vie de rêve. Envie de voyage, envie de pouvoir investir dans l'immobilier, envie de pouvoir offrir à ma famille ce qui est merveilleux, tu vois. Et donc tout ça, j'aurais pas pu le faire sans entrepreneuriat, c'est clair et net. L'entrepreneuriat, c'est un peu le... Je pense c'est un peu... Je sais pas si c'est le seul, mais c'est un des seuls chemins qui permet à quelqu'un d'un milieu plutôt modeste, de classe sociale modeste. Moi aussi, mon père était réfugié politique, ma mère était comédienne, donc ça gagne pas, voilà, donc j'ai eu une enfance assez, j'ai jamais manqué de rien, hein, mais j'ai une enfance pas aisée, on va dire. Et l'entrepreneuriat, c'est la chose qui permet à n'importe qui de s'exfiltrer, de sortir de cette condition. Et surtout aujourd'hui avec Internet. Surtout avec Internet. Il y a 30-40 ans en arrière. Parce qu'il fallait des capitaux. Voilà, ça, il fallait des capitaux. Ça bloquait les pauvres. Aujourd'hui, alors moi, quand j'ai démarré sur Internet, j'ai démarré avec zéro. J'ai commencé à démarrer sur eBay, Presse Ministère, etc. En vendant des produits que j'avais chez moi. Tu vois, je me fais un petit capital sur lequel j'ai investi, et puis au fur et à mesure, j'ai investi mon capital comme ça. Et quand j'ai lancé mon business d'entrepreneuriat, je fais la même chose. J'avais lancé une formation avec un associé
On avait fait 50-50 et avec ma partie, j'ai racheté son business, tu vois. Donc, et j'ai toujours démarré avec le moins possible en fait. Et puis quand j'ai relancé d'autres sociétés, et c'est ça. Et c'est pour ça que même si tu dis il faut un capital de départ, mais dis-toi aussi, en tout cas moi je ne sais pas toi ce que tu en penses, Dušan, mais je vais essayer de faire ça en démarrant avec le moins d'argent possible. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, plus tu as de l'argent, toi, par exemple, tu as 10 000 euros devant toi, plus tu crames ces 10 000 euros en fait. Tu vois, en tout cas. Et alors que si tu dis, bah voilà, il faut que je me débrouille avec 1 000 euros, par exemple, au lieu des 10 000, et ben tu vas faire en sorte de cramer les 10 000 euros, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est comme le temps pour une tâche. D'ailleurs, tu dis j'ai jusqu'à la semaine prochaine, ça va durer jusqu'à la semaine prochaine. En fait, tu vas faire ça la veille, quoi. Tu vois, c'est un peu le. Alors moi, je suis pas complètement d'accord avec toi sur ça. C'est-à-dire que si tu as l'argent, en gros, un entrepreneur, il doit dépenser son argent dans 3 choses, à mon avis, principales. Je parle pas des frais, des loyers, des machins. Les 3 choses principales, c'est la publicité, les outils. Pour pouvoir, en entrepreneur en ligne, il n'a pas besoin de grand chose, mais il faut des outils et il faut les bons outils. C'est pas sur un autorépondeur ou un système de webinaire qu'il faut lésiner pour économiser 30 balles, tu vois. Donc moi je dirais non, il faut avoir un budget, mais il faut se donner les moyens de mettre toutes les chances de succès de son côté. Et par exemple, quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas capable de mettre 50 € par mois pour un cybermailing ou un autre autorépondeur, peu importe, je dis bah il y a un problème parce que c'est l'outil qui va être le cœur de tout. Un outil de webinaire, c'est les bons coûtent à peu près 100 par mois. Alors ça, oui, c'est de l'argent, mais moi je préfère que la personne dépense 100 par mois plutôt qu'elle prenne l'autre qui est seulement à 80 par mois, mais qui va lui donner genre 40% du résultat, tu vois. Donc pour moi il y a la publicité, les outils et l'accompagnement. Et puis, bah, tu n'as jamais un budget. Tu vois, nous, on a des entreprises qui marchent maintenant, on continue à dépenser, à se former, à investir, etc. Toi, tu es là ici, aujourd'hui, c'est pas pour rien. Donc, ces 3 postes-là, la publicité, les outils, bon, les outils, une fois qu'on les a, on les a, mais on continue à les payer. La plupart, c'est mensuel ou annuel. Mais une fois qu'on les a, on les a, puis c'est pas si cher. Mais la formation, l'accompagnement, et ben voilà, moi j'ai commencé avec le cours de Didier à 97 €. 100 €, et voilà. Et puis maintenant, bah, j'ai pris cette fameuse heure à 5 000, mais je continue à me former. Pourtant, j'ai plus de 10 ans d'expérience et c'est moi qui forme la plupart du temps des gens. Donc, je pense que c'est important de continuer à se former tout le temps. Et du coup, le budget, il est illimité. C'est juste qu'il faut. Après, oui, plus tard, oui. Au début, mais au début, au départ, il est souvent illimité quand même ce budget. Voilà. Mais c'est pour ça qu'au départ, en fait, c'est important que ce soit dans la pub, dans les outils ou dans la formation, d'être très sélectif, de faire des investissements agressifs, mais d'être très sélectif. C'est-à-dire de ne pas travailler avec 25 coachs différents, acheter 25 formations différentes, ça sert à rien. Ça, c'est un bon conseil, ça. T'en choisis une, tu la fais à fond, ou tu choisis une personne qui est bien, en qui tu as confiance, tu travailles avec lui, et t'arrêtes de lire toutes les autres newsletters et de procrastiner en apprenant des trucs qui te servent à rien. Et pareil pour la pub, tu choisis un canal publicitaire et tu vas le maîtriser à fond. Et les outils, bah, tu choisis les outils dont tu as besoin. T'achètes pas, moi j'ai fait ça un peu à un moment avec AppSumo, des trucs comme ça. Tu te dis, tu vois un nouveau logiciel. On l'a tous fait quand nous on a un côté un peu geek, on est là, ah c'est génial ce truc, je l'achète maintenant parce que peut-être qu'un jour il me serait utile. Et moi je vais avoir au moins pour 1 000 € de logiciels que je n'utilise jamais parce que je les ai pris à un moment où ils étaient en lifestyle, en licence à vie, machin. Et je n'utilise pas. Tous les Américains, ils sont bons pour ça, les Américains. Mais voilà, les outils, c'est genre avoir un site internet, avoir un système de webinaire, avoir le plus important, l'autorépondeur. Et puis, une fois que tu les as, et puis tu peux faire tout ton business avec. Et si tu veux pas investir dans les bons outils, c'est un peu comme si tu veux te lancer dans un restaurant et puis que tu le construis en terre, quoi. Tu vois, ce qui est bien aujourd'hui, avec les bons outils, moi, j'utilise par exemple Learnybox pour tout ce qui est formation et tunnel de vente. J'utilise aussi ClickFunnels. J'en utilise d'autres, tu vois, parce que j'aime bien, alors aujourd'hui, hein, au début non, tu te focalises sur un outil, tu te maîtrises, mais aujourd'hui pour sécuriser un peu mon business, parce que si ça m'est arrivé une fois que de ne pas faire d'autorépondeur, voilà, c'est pas si volatilisé, mais il a perdu pas mal de données, quoi.
Et du coup, maintenant, je fais vachement gaffe. Du coup, j'ai plusieurs outils qui font la même chose, où j'ai différentes listes, où j'ai différents tunnels. C'est cette idée de ne pas mettre tous ces œufs dans voilà, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure. Et parce que moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de prévoyant, et du coup, j'aime bien, tu vois, de bien vraiment. Alors, ça pourrait passer pour la dispersion, mais en fait, non, pour moi, c'est plutôt de la sécurité. L'aspect sécuritaire. Moi, j'ai jamais été trop fan de ces outils clés en main qui font tout, dans le genre de ClickFunnels, par exemple, ou d'autres. Parce que j'aime pas l'idée de mettre tous mes œufs dans un verre. Si l'outil me ferme le compte, ou si le CEO se barre en Thaïlande avec la casse, ou je sais pas quoi, ou si l'outil disparaît à cause d'un mauvais procès et tout, bah j'ai mes fichiers clients, mes formations, mes pages de vente, j'ai tout qui peut être disparaître ou être inaccessible du jour au lendemain. Toi, tu utilises comme outil alors? Moi, j'utilise WordPress. Et en fait, avec WordPress, tu peux tout faire. En fait, tu peux tout faire. J'utilise une série d'outils, mais la base, c'est WordPress. Pourquoi? Parce que WordPress, c'est à moi, entre guillemets, c'est un système open source. WordPress peut pas disparaître du jour au lendemain. En plus, il fait tourner 30% de l'internet mondial à peu près, donc je crois que je suis assez tranquille. Et puis surtout, je peux bosser avec n'importe qui et je peux faire n'importe quoi. Quand on débute en marketing, les trucs que nous permettent de faire des plateformes comme ClickFunnels et autres, ça suffit largement. Mais quand on commence à arriver dans un niveau de son business où chaque petite optimisation compte, parce que tu payes pour ton trafic, donc si tu peux avoir plus 2% sur ta page de capture, c'est important. Ça. Et en fait, ces plateformes, tu es limité par leur intelligence marketing. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois que je dise à un client, tu sais, si tu modifies ça comme ça, tu vas augmenter de 10% tes conversions. Parce qu'avec l'expérience, je sais en gros, je me trompe des fois, mais en gros, je me trompe pas trop. Et il dit, ah, mais c'est génial, mais je peux pas le faire. Et je dis, bah, va demander à la plateforme. Et la plateforme, il dit, oui, on le met dans notre liste, mais c'est jamais la priorité. Oui, c'est ça. Parce que lui, ce qu'il demande, c'est genre, c'est important pour 0,01% des clients. Tu vois, alors que la majorité des clients, ils demandent d'autres trucs. Donc, pour moi, moi, j'utilise ça, WordPress, parce que je veux avoir le contrôle. Je veux pas que quelqu'un possède finalement la clé de tout mon business. Et après, comme autorépondeur, j'utilise Cybermailing parce que c'est probablement encore aujourd'hui, c'est hallucinant, mais c'est le seul autorépondeur qui permet vraiment facilement de mettre en place ma méthode de marketing par email. Que tu vas rire, elle s'appelle la méthode SEX. Mais c'est CECSSS. Mais ça, tout le monde s'en rappelle, au moins. Plus que CECSSS. Donc la méthode SEX, qui en fait utilise un système de séquences segmentées. Et la méthode SEX, c'est capture par engagement et cohérence, et séquence segmentées. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça me permet de mettre ça en place. Ça me donne des taux d'ouverture 3 fois plus grands que la moyenne du marché. Taux de clic entre 2 et 3 fois plus grand. Et c'est un truc que j'ai testé dans tous les cas, ça fonctionne. J'ai testé avec des clients, ils ont les mêmes résultats et tout. C'est assez consistant, donc c'est assez cool. Mais il y a encore des autorépondeurs américains très élevés, très reconnus, qui ne sont pas capables de faire ça. Ils se concentrent sur des gadgets, genre faire des jolis formulaires qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, mais l'essentiel pour moi, c'est quand même c'est la délivrabilité, quoi. C'est ça, la délivrabilité, et puis surtout faire des ventes, avoir une bonne stratégie, faire du suivi. Et donc voilà, ça c'est l'outil que j'utilise. Et après, j'utilise un outil de webinaire qui s'appelle Demio. Qui est à mon avis le meilleur aujourd'hui, parce que Webinar Jam, c'est des incompétences, c'est scandaleux, ils m'ont fait perdre tellement d'argent parce qu'ils plantent, j'ai plein de fois déplanté et je sais que je ne suis pas le seul. Donc moi je me suis barré parce que ça me rendait fou, c'est une histoire de crédibilité. De webinaires quasiment. Tu peux faire aussi des webinaires automatisés avec des tout à fait. Il est beaucoup plus cher que Webinar Jam par contre, parce qu'il commence à 100 par mois, mais ça vaut la peine. Il n'y a aucun délai, ça c'est l'autre truc qui me rendait toujours dingue avec Webinar Jam, c'est qu'il y a toujours ce délai d'à peu près 5-10 secondes. Tu sais, c'est YouTube en fait. Et quand tu poses des questions à parce que c'est important dans les webinaires d'interagir avec les gens. Ton public. Donc quand tu poses des questions à tes gens, tu dois attendre 10 minutes pour qu'ils répondent, et ensuite eux ils attendent 10 minutes que toi tu répondes et tout, et moi ça me rend fou. Donc je suis passé sur Demio, et là il y a tout. Et du coup ils ne fonctionnent pas avec YouTube, Demio. Non, ils ont leur propre système. Totalement indépendant. Je sais pas comment ils fonctionnent, mais en tout cas j'ai jamais eu, je connais personne qui a eu une plantée chez eux. J'ai jamais eu, depuis que je suis passé, j'ai jamais eu un seul problème, et j'ai jamais eu des problèmes de qualité
de son, d'image. Ok. Donc pour moi, ça c'est un outil typiquement qui est dans les plus chers qui existent, mais qui vaut largement mais le plus qualité. prix. Ouais. Ouais, vraiment. En fait, c'est vrai parce que quand tu as un bon outil comme webinaire, en plus tu fais beaucoup en webinaire, aujourd'hui c'est que beaucoup de ventes, au lieu de faire des lancements, alors tu peux faire aussi des lancements enregistrés avec 3 vidéos de teasing et une vidéo de vente, ça se fait toujours. Je suis pas fan de ce modèle-là. Non plus. Ouais. En plus, ça demande beaucoup d'énergie. Tu vois, pour l'énergie, il faut être bon face à la caméra, il y a plein de choses, tu vois. Il faut avoir une bonne dictation, tu vois, il faut bien parler, etc. Alors qu'en webinaire, en fait, c'est plutôt cool, tu vois, c'est un peu comme là, on fait, alors c'est structuré, avec un plan structuré, mais c'est plutôt sympa. Et c'est que, et en plus, ça demande beaucoup moins de temps de préparation que tu as les 4 vidéos de vente, quoi, tu vois, ou les 4 vidéos, du moins. Ouais. Ça demande du temps, mais beaucoup moins. Et aussi, il y a, moi, ce qui me dérange le plus avec les lancements orchestrés, c'est même pas les 4 vidéos de vente, c'est tout ce qui est autour en termes de marketing par email, qui est catastrophique. Le fait de la manière, je dis pas que ça peut pas, je dis pas que c'est pas une, premièrement, je dis pas que c'est pas une bonne technique. Ça marche, ça a prouvé, ça prouve. Il y a pas de souci. Ça marche de moins en moins bien probablement, mais ça marche quand même. Maintenant, est-ce que c'est un modèle qui est intelligent, éthique et durable? Je pense pas. Parce que y a d'autres modèles qui sont meilleurs, qui te permettent d'avoir le même genre de résultat. Mais voilà, mon problème avec les lancements, c'est surtout, c'est pas écologique si tu veux. C'est comme si tu as une planète, une mer qui t'apporte des poissons, tu vas pas balancer des produits chimiques dedans. En théorie, pour moi, les lancements orchestrés, c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que les gens, en envoyant des mails copier-coller, parce que les partenaires, ils écrivent pas leur propre mail, ils copient-collent des mails et tout le monde reçoit les mêmes mails, ça tue la délivrabilité de toutes les listes, de tout le marché. Et une fois que tu n'as plus de délivrabilité, après tu es coincé. Et tout ça pour gagner des commissions. Tu vois, donc tu bâtis pas ton business, tu bâtis le business de quelqu'un d'autre. Et tu tues tes listes, et puis les gens, ça les dégoûte, ça les saoule. C'est pour ça que les lancements marchent moins bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'en faire parce qu'ils ont tué leur liste. Et voilà, à mon avis, c'est juste pas du bon business. Mais je crache pas dans la soupe parce que j'étais un des premiers à en faire des lancements orchestrés. Donc oui, ça marche. Mais je pense qu'il y a des meilleurs business models qui existent, simplement. Alors c'est vrai que moi, j'ai une partie de mon business qui est basée sur l'affiliation, mais j'ai vraiment professionnalisé l'affiliation, en fait, avec du lead, avec des prospects achetés sur Facebook, avec un tunnel de vente evergreen, tu vois, et donc je fais très peu de lancements orchestrés. Je ne dis pas que j'en fais pas, j'en fais peut-être 3-4 par an, tu vois, mais je fais très peu de lancements orchestrés, mais beaucoup plus d'evergreen. Evergreen, c'est ouvert tout le temps, toute l'année. Et du coup, j'ai un taux de délivrabilité, parce que là, avec Gmail et tout, qui a fait des siennes apparemment ces dernières semaines, tu vois, au moment où on fait cette vidéo, on me dit, toi, tu as un taux de délivrabilité combien? Je dis, écoute, non, je suis à 35, sur 2 mois, hein, je parle. Hein. Donc, et c'est du prospect froid, tu vois, donc 35 au bout d'un mois et demi, c'est encore sympa, tu vois. Et du coup, j'ai pas ressenti cette différence, en fait, ce décalage entre ceux qui font des lancements et qui ont vu apparemment leur mail atterrir dans la partie promotion de Gmail, tu vois, et moi qui fais un evergreen où je suis plutôt tranquille, quoi, avec evergreen. Et parce qu'il n'y a pas l'effet de masse. C'est ça. Les gens, ils ne se font pas tabasser chaque jour pendant 2 semaines avec le même mail de 25 partenaires différents. Tout à fait. On reçoit que mon mail. Peut-être pas, mais en tout cas, avec ce produit, sur ce sujet-là. Ce jour précis-là, ils reçoivent que mon mail. Voilà. Ou peut-être 2-3 mails, mais ils ne reçoivent pas 15. Et ça, du coup, et en plus, c'est bien parce que ça, tout à l'heure, tu parlais de système, d'avoir un plan. Et ça, c'est bien parce que pour moi, c'est des systèmes automatisés qui tournent. Alors, bien sûr. Plus ou moins, il faut toujours être là pour surveiller, mais c'est plutôt sympa. Parce que tu sais que ce mois-ci, tu vas générer tant de chiffre d'affaires, grosso modo, en investissant tant en pub. Et du coup, tu peux prévoir à peu près, tu peux avoir un prévisionnel, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est quand même une sérénité. Ça, c'est vraiment le truc cool dans le business en ligne, comme dans nos domaines de l'expertise, de l'infoprenariat, c'est que tu peux avoir de la prévisibilité. Et surtout si tu fais ce que moi je fais beaucoup en ce moment, c'est-à-dire du récurrent, du mensuel, des choses comme ça, parce que là, chaque mois, tu sais combien tu vas gagner, plus les nouveaux, tu sais combien de clients partent, combien de clients arrivent, et donc tu n'as pas besoin de refaire chaque mois, c'est pas que chaque mois tu repars à zéro. Non, mais et ça c'est vraiment, c'est vrai que les business abonnements, c'est un très bon business. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de vente, de business abonnement, tout ça, quels sont les mots
qui font vendre, toi qui es un spécialiste en persuasion, quels sont les mots qui font vendre, et d'autres qui peuvent faire perdre j'allais dire des millions d'euros, mais c'est un grand mot, quoi, tu vois, voilà, qui peuvent faire perdre plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais, alors, ce qui fait vendre, bon, il n'y a pas de mots magiques qui vont provoquer une vente. Ce qui fait vendre, c'est premièrement, il faut comprendre deux choses. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les gens achètent pour des raisons émotionnelles et les justifient avec des raisons rationnelles par la suite. Donc, pour parler à quelqu'un, on veut d'abord le motiver. Moi, j'appelle ça bénéfice, logique, peur. On veut d'abord le motiver, donc on veut lui montrer les bénéfices, on veut qu'il soit motivé, qu'il soit content, qu'il soit là, ah c'est génial. Et quand la personne est dans l'état, ah c'est génial, il y a son petit cerveau rationnel qui dit, ouais mais est-ce que vraiment tu crois, est-ce que c'est bien, est-ce que ça marche, etc. Donc tout le petit blablabla de tous les doutes. Et donc là on doit calmer la partie rationnelle. Donc, une fois qu'on a bien motivé la personne, on le calme au niveau rationnel, donc on lui donne les preuves, les témoignages, les études, tout ce qui montre que notre truc est la meilleure solution, notre truc fonctionne, etc. Et ensuite, une fois que la personne a ça, il y a la troisième partie, ce que j'appelle peur. C'est peur mais gentil, c'est-à-dire le coup de pied au cul pour arrête de procrastiner. Maintenant, si tu veux ça, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce qu'on sait que si les gens ils se disent ouais je le verrai demain, ils passent jamais à l'action et c'est triste pour eux vu qu'on a déterminé que notre solution est vraiment le truc qu'ils ont besoin. Donc il n'y a pas de mot précis, mais si vous suivez plus ou moins cette logique, vous devriez, en l'adaptant à votre marché, vous devriez pouvoir vous en sortir très bien. L'autre règle, c'est d'être le plus spécifique possible. Et les gens pensent toujours que le copywriting... Et c'est quoi que tu appelles spécifique possible? Un exemple? Ouais, tout à fait. En fait, les gens pensent toujours que le copywriting, c'est utiliser des petites tactiques secrètes de ninja de l'espace, de manipulation, etc. Et en fait, vraiment le plus gros impact en copywriting, c'est quand les gens arrivent à être spécifiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens font une promesse du genre... découvrez comment gagner de l'argent sur internet, c'est nul parce que c'est pas spécifique. Par contre, découvrez comment cet ancien ouvrier a généré 17 000 € en 3 mois en ne travaillant qu'une heure par jour. Alors dans notre domaine c'est nul aussi parce que ça fait vraiment arnaque. Ouais, et puis il y en a de plus en plus comme ça. Donc, et voilà, mais de manière générale c'est spécifique et c'est quand même plus fort que la première. Donc moi je dis toujours aux gens, parce qu'en fait une de mes spécialités, c'est de transformer des gens en copywriters fonctionnels en quelques heures. Normalement, ça prend des mois, voire des années. Et moi, j'arrive à former des entrepreneurs qui veulent devenir meilleurs en copywriting en quelques heures parce que je travaille vraiment dans une logique de 80-20. Je travaille vraiment sur tu connais la loi du 80-20? Oui, bien sûr. Donc, la loi de Pareto. Donc, je vais en fait leur donner quelques principes qui vont être tellement clair pour eux que ça va les transformer dans leur mindset inconsciemment. Et en fait, une fois que tu as exposé ces principes, tu ne peux pas vraiment les oublier. Et du coup, ils vont se retrouver à utiliser ces techniques, ces principes dans toute leur communication, presque sans même vraiment le vouloir. Ça devient naturel. Et du coup, je peux prendre des gens, et je dis bien, je ne les transforme pas en copywriter de haut niveau, mais fonctionnel. C'est ça fait une page de vente pour eux, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, ce que je leur dis souvent, c'est arrête d'essayer de faire des trucs mystérieux, sexy, attrayants, cool, augmente juste ton niveau de spécificité. C'est-à-dire que quand tu dis des trucs, sois pas vague. Tu vois, quand tu dis gagner de l'argent, ok, combien? Quand tu dis gagner du temps, ok, combien? Etc. Et d'être précis. Tu vois, si tu parles d'une solution, explique pourquoi elle est, qu'est-ce qu'elle a de différent des autres. Donc la spécificité. Et en fait, quand tu es plus spécifique, tu vends, quand tu as par exemple une accroche qui devient plus spécifique, les ventes elles explosent. C'est la spécificité, c'est vraiment le truc le plus simple pour améliorer considérablement son copywriting sans avoir besoin d'apprendre des techniques de mentalisme, de magie, de persuasion, etc. De ninja, quoi. C'est ça, moi j'appelle ça les techniques de ninja parce que après c'est bien ces techniques-là, c'est ce qui va te faire passer de... Quand tu as atteint les 80% du résultat, c'est les techniques de ninja, c'est ce qui va te faire passer de 80, 82, 85, etc. Mais si tu n'es pas spécifique, tu as les 80%, ils sont out et tu vas travailler sur les 20% restants. Ouais, mais finalement, c'est 80% qui te rapporte le plus de résultats. C'est ça. C'est pour ça que si vous êtes nul en copywriting, tant que vous êtes spécifique et que vous êtes au clair sur à qui vous vous adressez et en quoi votre solution est originale et meilleure que les autres, ça suffit. Ça suffit. Mais déjà pour démarrer en tout cas. Et là, je me tire un peu une balle dans le pied parce que j'enseigne le copywriting, mais le truc que je dis toujours, c'est que ma manière la plus efficace de permettre aux gens
de devenir bon en copywriting, c'est de rendre le copywriting moins indispensable. C'est-à-dire que si tu es nul en copywriting, mais que je fais en sorte que parce que tu as travaillé sur d'autres aspects plus fondamentaux de ton copywriting, entre guillemets, on s'en fout, eh ben, tu restes nul en copywriting, mais tu n'en as plus besoin et tu vends quand même. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une grande partie de ce que je fais, c'est faire en sorte que les gens qui sont nuls en copywriting n'aient plus vraiment besoin du copywriting pour s'en sortir. Et ça, c'est assez marrant parce que c'est très contre-intuitif en fait. Et je sais que je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça. Étudier quand même le copywriting, c'est important. Non, mais après, c'est quand même important parce que je veux dire, tu as beau. Je veux dire, le copywriting, pour moi, selon moi, c'est la règle numéro 1, quoi. Sur Internet. Hein. Ouais. Je veux dire, moi, je sais qu'avec le copywriting, j'ai vendu des appartements. J'ai loué mes appartements plus cher que le prix du marché. Ouais. Tu vois. Tout à fait. Grâce à des belles photos aussi. Parce que tu apprends ça dans le copywriting, tu vois, comment positionner les éléments, machin, pour mieux vendre. Grâce au copywriting, quand j'ai mon magasin, j'ai vendu plus de choses parce que j'ai su mieux placer le produit à la vue du client et tout ça. Et ça remonte en 2006, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et le copywriting ou le marketing, en fait, permet de faire beaucoup plus qu'une page de vente, quoi. Dans la vie demain, tu veux changer de job. Bah, quand tu sais parler, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que de plus en plus je parle de persuasion plutôt que de copywriting et de marketing, parce qu'en fait c'est la même chose que tu utilises dans le privé. Tu veux négocier une meilleure chambre d'hôtel, tu utilises la persuasion. Tu veux vendre à tes clients, tu utilises la persuasion. Tu veux que ton épouse accepte de faire ceci ou cela, tu utilises clairement la persuasion. Tu veux que tes enfants rangent leur chambre, tu utilises la persuasion, donc tu as intérêt. Et voilà. Et du coup, ouais, c'est utilisé tout le temps. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que ça a un tel impact d'être un tout petit peu meilleur que la moyenne. Et tu prends la majorité des sites de e-commerce, leurs descriptifs de produits sont tellement moyens, tellement médiocres, que si toi tu es dans n'importe quel domaine et que tu améliores un peu ça, tu as un bénéfice, tu as un résultat qui est disproportionné. C'est comme justement toutes ces techniques de persuasion, les gens, c'est un super pouvoir mais qui n'intéresse étonnamment peu de gens s'intéressent. Moi je comprends pas, moi je suis là, mais si je te dis il y a un super pouvoir là qui est accessible genre sur internet, moi j'irai le chercher, tu vois, mais il y a beaucoup de gens ils s'en foutent. Et du coup, que ce soit dans ta vie privée ou professionnelle, ouais, si tu vois, si t'es un tout petit peu meilleur, ça suffit. Et ben ça suffit et les autres n'existent même plus après. Mais c'est clair parce qu'en fin de compte, le copywriting apporte tellement de choses. Et en plus, c'est simple d'être meilleur. Parce que 90% des gens ne le connaissent pas. Ouais, déjà. Donc, nous encore, on est dans un domaine. Tu fais partie des 10% des gens, quoi, tu vois. Ouais. Nous, dans notre industrie, les gens connaissent parce que c'est quand même le cœur. Mais quelqu'un qui est un business, disons, plus traditionnel ou qui n'est pas dans notre domaine du fait de gagner de l'argent sur Internet, marketing en ligne et tout ça. On va dire dans l'industrie de l'infoprenariat. Ça représente quoi sur le marché? 0, bien sûr, en PIB, tu vois, en PIB, c'est 0, les entrepreneurs plus traditionnels, en dehors de notre milieu, infoprenariat en marketing, même les infopreneurs dans d'autres domaines d'ailleurs, même, c'est pas juste le copywriting qu'ils connaissent pas, c'est même le marketing. Ils utilisent 10% de la puissance potentielle, ils n'ont pas de système, ils font un peu ce que tout le monde fait, ils font des flyers, ils font des machins, ils font 2-3 opérations comme ça. C'est ça, un artisan, un artisan, je veux dire, il pourrait faire de la publicité en marketing sur Facebook, en plus viser un marché local, donc c'est beaucoup plus facile que, tu vois, donc il pourrait gagner 2 fois plus, quoi. C'est ça. Ou il pourrait augmenter ses prix. Moi, le premier truc que je fais quand je travaille plus trop avec ce genre de personnes, mais j'ai beaucoup travaillé avec des gens dans ma ville, tu vois, des petits entrepreneurs qui ont un business en dur, parce que je trouve que c'est important de ne pas être trop dans une bulle. Et parce que ce que j'apprends avec eux, c'est aussi utile pour mes autres clients, etc. Donc j'enrichis mon expérience comme ça. Et donc ces clients-là, le premier truc que je leur fais, c'est je leur dis, ton budget flyer, tu me le donnes et on le met en publicité. Et les résultats, c'est... Déjà que les flyers, on ne sait pas mesurer les résultats, mais ce qu'on sait, c'est que ça ne ramène pas beaucoup plus de ventes que d'habitude. Et avec ce même budget, parce que faire des flyers, ça coûte pas... C'est assez cher finalement. Pour ce que ça rapporte. Et tu mets ça en pub, et le ROI est juste incomparable. C'est clair. C'est ça. Donc voilà, donc tu as écouté, à la limite tu peux même revenir en arrière pour réécouter la structure qu'utilise Dushan pour connaître en fait
la maîtrise de la persuasion, d'accord. Fonctionnelle, juste une chose là-dessus. Là, j'ai donné une version très simple, basée sur la psychologie. Dans mon enseignement, la structure, je la mets en 5 étapes. En fait, c'est une structure basée sur la psychologie de l'acheteur, en 5 étapes, qui va permettre en fait, quand tu comprends ces 5 étapes, tu sais rédiger très facilement n'importe quel texte de vente, que ce soit un email, une publicité, une page de vente. Et l'idée, c'est que tu as un ordre, tu sais à quel moment tu dois dire quoi. Et du coup, ça t'évite d'être bloqué devant ta page en disant par quoi je commence, qu'est-ce que je dis, etc. Et donc, sans entrer dans les détails, mais quelles sont les 5 étapes? Alors, les 5 étapes, ça c'est... Les 5 grandes étapes. Mais je veux pas que tu rentres dans les détails pour pas que tu te dises ton système. Mais juste, toi, les 5 grands mots-clés, quoi. Alors, les 5 grandes étapes, c'est... qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un décide d'acheter quelque chose? Il passe par différentes étapes dans sa tête. En fait, premièrement, il doit accepter qu'il a un problème ou un besoin. Parce que personne n'achète rien s'il n'a pas un besoin ou une envie ou quelque chose. Vital, quoi. Voilà. Donc par exemple, je sais pas, je me dis tiens, je vais aller en vacances, il me faudrait une bonne caméra parce que mon téléphone ça va pas le faire, j'ai envie de faire des jolies photos. Donc voilà, il a un besoin. Ensuite, la deuxième chose, c'est la deuxième étape, c'est qu'il doit accepter la solution générale. La solution générale, ça veut dire, est-ce que j'achète par exemple un appareil photo ou une caméra ou un petit machin, un Polaroid, enfin je sais pas. Là, tu choisis un peu ta solution générale. Ensuite, il doit, donc par exemple, si on est dans l'infoprenariat, quelqu'un qui vend une méthode pour arrêter de fumer, et la solution générale, c'est est-ce que tu utilises l'hypnose, est-ce que tu utilises les patchs, est-ce que tu utilises ceci ou cela. La troisième étape, c'est qu'il doit accepter la solution spécifique. D'accord. C'est-à-dire mon produit. Je veux une caméra, maintenant j'accepte que j'achète la caméra Sony de 333, tu vois. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est qu'il doit accepter le prix. Ou plus exactement accepter la transaction, parce que c'est pas que le prix en argent, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'il doit, en fait, il doit accepter que ce que tu lui demandes en temps, argent et engagement émotionnel vaut moins pour lui que ce que tu lui promets comme résultat. D'accord. C'est ça. C'est pas que l'argent, mais c'est surtout évidemment l'argent. Et voilà. Et donc la cinquième étape, c'est celle que tout le monde oublie. C'est parce qu'on se dit, il a accepté le prix, donc c'est bon. Maintenant, il faut encore qu'il accepte d'agir maintenant. D'agir rapidement. Et voilà. Et donc, la cinquième étape, c'est ça. Donc, il faut encore qu'il accepte d'agir tout de suite. Et là, on utilise, voilà, typiquement l'urgence, la rareté et tout ça. Ça vient là. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette structure, c'est que quand tu as cette structure, alors évidemment, je vais beaucoup plus en détail. Voilà, là, je te fais rapide. Mais quand tu es capable de faire, si tu es capable de faire passer une personne par chacune de ces étapes, la vente est inévitable. Parce que qu'une personne décide d'acheter, c'est passer par ces étapes. Et donc, du coup, tu sais comment rédiger ton mail, rédiger ta publicité Facebook, rédiger ta page de vente de 30 km. Enfin, tu peux. Tous les formats, ta vidéo de vente, tous les formats devraient suivre cette structure parce que si tu suis, il y a d'autres structures qui peuvent marcher aussi, mais si tu suis la psychologie fondamentale de l'acheteur, tu sais au moins que tu vas aller dans le bon ordre. Et moi, ce que je vois beaucoup chez des clients, c'est qu'ils se trompent dans les étapes. Par exemple, ce que font tous les débutants, c'est, tu vois, je te dis là, hey, regarde mon produit, regarde cette bouteille d'eau, elle est géniale, regarde cette bouteille d'eau. Mais j'ai pas demandé si tu as soif. Je t'ai pas fait ressentir la soif. Je t'ai pas expliqué pourquoi une bouteille d'eau c'était mieux que le robinet qui est dans la pièce d'à côté. Voilà. et du coup, merci. Et du coup, souvent les gens ils parlent de leur produit. Ils sont là, mon produit, et ensuite le prix. Mais ils se sont pas positionnés comme une solution générale. Ils n'ont pas expliqué ce que c'est la solution générale. Ils n'ont pas parlé du problème et ça marche pas. D'autres gens, ils vont même faire l'inverse. Ils vont d'abord mettre le prix et ensuite ils vont parler. Voilà. Et ça, c'est. Donc, il faut vraiment respecter en fait, d'étape 1 à étape 5, les fondamentaux. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, cette structure, j'appelle ça la structure d'or. C'est comme la règle d'or. Parce que si tu suis cette structure, tu peux vendre n'importe quoi et tu seras toujours. Cohérent. Tu réussiras toujours à surmonter. Et en fait, c'est juste, il faut, pour déterminer cette structure, la question que je me suis posée, c'est de quoi la personne a besoin à ce moment-là précis pour continuer à avancer dans sa décision d'achat. Et par exemple, avant de parler du prix, le prix, ça vient quand? Ça vient quand j'ai compris la valeur. Quand je comprends la valeur de ce que tu me proposes, et là, la question du prix, elle est importante. Mais tant que j'ai pas compris la valeur de ce que tu proposes, je m'en tape du prix. Parce que si je trouve que ton truc me sert à rien, qu'il soit 10 euros, 100 euros ou 1000 euros, je ne vais pas l'acheter. Donc, par contre, quand j'ai compris la valeur de ta solution spécifique,
bah là, souvent, tu sais, quand tu vois de la vente, c'est des gens qui disent alors ça coûte combien ton truc, et là tu sais que c'est déjà à moitié gagné. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah, c'est un peu la même chose, c'est quand les gens ont pu évaluer la valeur, là le prix devient pertinent, et pas avant. Et si tu donnes le prix avant, ils vont juger ton prix avec pas assez de valeur, ils vont dire ah, c'est trop cher. C'est trop cher par rapport à quoi? Bah parce qu'ils n'ont pas vu, ils ont pas... Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que toi tu penses que beaucoup de marketeurs disent il faut que la valeur soit 4, 8 fois ou plus de fois par rapport au prix. Qu'est-ce que tu penses de cette logique-là? C'est une règle générale, c'est pas... Alors, pour un prix à 1000 euros, je vais faire simple. Hein. Ouais. Pour un produit à 1000 euros, ils estiment qu'il faut apporter entre 4 et 8 000 euros de valeur dans... Ouais, le truc c'est que c'est une idée générale qui veut dire, en gros, tout ce que ça veut dire, c'est bah, il faut que tu donnes un max de valeur. En fait, l'idéal, c'est que ce qui est génial, c'est si tu arrives à faire en sorte que quand ton client, ton prospect lit ta page de vente, tu sais, on peut pas s'empêcher, on a un prix dans la tête. Ouais. Surtout quand on a un peu d'expérience à lire des pages de vente. Moi, je vois, généralement, je me trompe rarement. Je vois la page, je lis les quelques premières lignes et je sais déjà si c'est un produit à 97 euros ou 997 ou comme ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je sais pas tellement pourquoi, mais on sent très vite et on dit ok, là il sort l'artillerie lourde, donc ça va être du produit cher. Avant même d'avoir vu la description, le format et tout ça. Et donc l'idée c'est que si on a tous un prix psychologique dans notre tête, et si ton client quand il lit le début de ta lettre, il se dit ok, le prix psychologique qu'il a dans ta tête, il dit ok, son produit il va me le vendre pour 97, et que quand tu annonces le prix, bah c'est 7 ou 27 ou 77, moins cher quoi. Et ben là c'est génial parce que en fait ce prix il l'a bâti et il a une bonne surprise. Par contre si dans sa tête il se dit ouais ça c'est un produit, c'est clairement un produit à 97 et puis quand il voit le prix c'est 497, il y a très peu de chances qu'il achète. Et donc le challenge c'est comment dans ta lettre de vente tu fais pour que le prix que la personne se crée dans sa tête, l'hypothèse de prix que la personne se crée dans sa tête, elle soit beaucoup plus élevée pour qu'il y ait une bonne surprise après. Et ça, il y a des techniques, c'est un sujet très intéressant, mais sans rentrer trop dans les détails techniques, l'idée de base, c'est que bah justement, tu bâtis la valeur avant d'annoncer le prix. Voilà. Donc, voilà. Donc déjà, on est allé un peu plus loin que prévu initialement dans cet entretien. Tu as déjà les bases fondamentales pour l'investissement, d'accord, dans quoi investir. Déjà en toi, et puis ensuite en publicité, en trafic, etc., en outils. Déjà, nous avons partagé ces outils, d'accord. Et puis là aussi, on est rentré plus dans la persuasion. Donc, et persuasion, ce qui est génial, c'est que tu peux même négocier un prix avec la persuasion. Je veux dire, bien sûr. Quand tu vas au concessionnaire ou quand tu vas négocier une voiture, bon, une baguette de pain, ça vaut pas le coup. Hein, parce que même si il y a une 10 centimes sur une baguette de pain, c'est pas ça qui va faire une grosse différence. Donc, mais quand tu négocies sur l'immobilier, moi je vois un immobilier, quand tu fais 10% en moins, bah 10% de 100 000 euros, c'est 10 000 euros quoi. Et le temps que tu passes pour négocier, c'est le même que je négocie une baguette de pain. 10% et 10 000 euros, c'est une somme, tu vois. Clairement, et quand tu revends aussi quelque chose, eh ben, c'est ça. Donc là, il t'a donné les principes voilà, vraiment fondamentaux qui vont pouvoir te servir dans toute ta vie. Alors après, je dirais bien sûr d'aller plus loin, parce que là, ici, c'est les bases, d'accord? C'est les bases, même si donc si tu veux aller plus loin, à la fin, tu donneras ou tu recherches de Dušan Jančík sur Google, il a son site Labo Marketing qui sort en premier, et aussi dušanjančík.com. J'ai mon site qui a mon nom, et puis vous n'avez pas tellement de risque de vous tromper parce que mon nom il n'est pas tellement, pas tellement typique, on va dire. Ça. Donc c'est mon site principal, c'est dušanjančík.com, donc c'est mon nom et mon prénom. Mais généralement, si vous cherchez juste Dušan Marketing, on trouve aussi, c'est plus simple. C'est Labo Marketing, on trouve voilà. aussi là-dessus. Ok, super, bah voilà. Et donc, mon site, c'est en tant que consultant, parce que je fais quand même beaucoup de consulting avec des gens, avec des entrepreneurs. Donc, c'est sur ce site-là, dušanjančík.com. Dans certains cas, vous pouvez même avoir une séance gratuite avec moi pour que je vous aide dans votre cas. Et l'autre site, c'est ma communauté en ligne où j'enseigne, qui s'appelle le Labo Marketing, et le site c'est labo.marketing. Il n'y a pas de .com, .net, c'est les nouvelles extensions, labo.marketing. J'avais vu, tout à fait. Et je les ai toutes prises, donc non, je plaisante. Il me semblait qu'à l'époque, tu avais labomarketing.com ou un truc comme labo-marketing, où tu expliquais toutes les définitions.
Ça c'était dictionnaire marketing, définition marketing. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'était un de mes vieux projets. J'avais écrit le premier dictionnaire du jargon du marketing. Mais souvent on tombe dessus et quand on trouve. Mais là je l'ai mis hors ligne le site. Bah, il y a quelques mois en arrière. Ouais, voilà. Là, Ouais, voilà. il a été mis hors ligne il y a peu de temps. Ouais. C'est dommage parce que moi souvent quand je savais un mot que un mot que je n'ai pas l'habitude, bon, on va dire admettons upsell, ouais. Je sais ce que c'est. Mais toi on tombait dessus, tu vois, et du coup des mots comme ça. Et donc ce site-là il m'a jamais rapporté d'argent proprement parlé, ouais quasiment, parce que bah, c'est difficile à monétiser, tu vois, des définitions de dictionnaire. J'avais mis quelques liens d'affiliation, mais enfin il m'a pas rapporté. Par contre il m'a rapporté beaucoup de trafic. Oui, c'est ça. Et parce qu'il était vraiment utile, parce qu'il n'y en avait pas, il y avait pas grand chose à l'époque. C'était en 2010 ou 2011. Après, tu peux le transformer aussi en argent, qui trafic. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, indirectement. Indirectement, oui, voilà, c'est ça. Mais je l'ai vraiment surtout fait parce qu'il n'y avait pas, et puis parce que moi-même je ne savais pas ce vocabulaire. Ouais, je me suis dit, bah, je l'apprends pour moi, et puis ça sera utile à d'autres. Puis du coup, j'ai fait un site parce que voilà, je m'entraînais à faire des sites avec WordPress. Donc c'est comme ça que ça se fait. Mais maintenant, je l'ai enlevé parce qu'il est pas très représentatif de ce que je fais aujourd'hui. Donc, alors, on avait tout terminé, mais avant ça, j'ai encore deux, trois questions à te poser. T'es prêt? Vas-y. T'es prêt toi aussi? Allez, go. Go. Alors, en fait, souvent, actuellement, bon, on traverse une crise, hein, d'accord? On est en plein dedans, voilà. Mais au-delà de la crise économique, souvent, en tant qu'entrepreneur, on vit aussi des crises. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Bon, je sais que quand je parle des entrepreneurs, beaucoup vivent des crises personnelles, d'entreprise, etc. Et du coup, quels sont les 5, alors je dis les 5 conseils, ça en a plus, ça en a moins, peu importe, mais quels sont les 5 conseils que tu aimerais partager avec l'audience, avec mon audience, et issus de ta propre expérience pour sortir gagnant de ces crises personnelles et professionnelles. Ce ne sera pas forcément les mêmes conseils si on parle de crise personnelle ou d'une crise comme le coronavirus et la situation économique qui suit le coronavirus. Donc voilà, les conseils seront un peu entre les deux. Mais le premier conseil qui est valable dans tous les cas, je pense, c'est... et là, je reviens de nouveau à mon premier amour de la psychologie, c'est que quand on est face à un stress, face à une crise, que la crise ce soit genre quelqu'un qui te met un flingue devant la tête ou un problème plus abstrait de business, tous les animaux ont une réponse qu'on appelle la réponse des 3 F. C'est en anglais, c'est fight, flight et freeze, c'est-à-dire soit tu combats, soit tu fuis, soit tu gèles. Tu vois, les gens qui... Voilà. Et donc, face à toute crise, on a ces trois réactions possibles. Et moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est juste prendre une grande respiration et juste se poser la question, dans quel mode je suis? Et par exemple, face au coronavirus, moi j'ai vu que mes clients dans mon labo marketing, j'ai vu qu'ils étaient, en tout cas, ils n'étaient pas au clair sur quel mode ils étaient en mode peur, et en tout cas, ils n'étaient pas en mode combat comme j'aurais voulu qu'ils soient. En tout cas, pas tous. Et du coup, j'ai fait un atelier spécial anti-crise, en fait, avec des stratégies pour la crise, que j'ai après aussi rendu public et qui a eu beaucoup de succès. Mais le premier truc que je leur disais, c'était: mettez-moi dans le chat dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous êtes en mode combat, en mode fuite ou en mode gel? Et la plupart, et dans la crise du coronavirus et les crises économiques en général, c'est très frappant, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sont paralysés. Ils se mettent en mode gel. Donc ils font quoi? Ils arrêtent d'investir en pub, ils bloquent leurs dépenses, et c'est la pire chose qu'on peut faire. C'est le meilleur moyen de se casser la gueule, c'est de faire ça. Donc moi, la première chose, c'est regarde dans quel mode tu es, prends un moment pour analyser ton propre état d'esprit, regarde dans quel mode tu es et autorise-toi à te mettre en mode combat, parce qu'une crise, ça demande, il faut être un peu combatif. Il faut l'énergie, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Dans certains cas, la fuite est une bonne stratégie. Par exemple, si tu es dans un marché qui est en train de mourir, de disparaître, genre si tu vends des cassettes vidéo en location, je sais pas, et qu'il y a Netflix qui arrive, et ben la fuite c'est une bonne stratégie, c'est même mieux que le combat. Mais en tout cas, le combat et la fuite sont des bonnes stratégies. Le freeze, c'est jamais une bonne stratégie. Et c'est souvent celle dans laquelle les gens sont, ils se mettent la tête dans le sable comme des autruches, parce que il y a du stress, ils ont peur, ils savent pas. Et c'est humain aussi. C'est très humain, c'est ça. Ouais. Après, pour aller plus loin, on peut être en mode freeze en 5 minutes, on va dire. Ah putain, qu'est-ce que merde, je suis paniqué. Toi, bon, bah, toi, ce qu'il faut faire, comme tu disais, et ça c'est bien, prendre une grande respiration, ouvrir bien son thorax là, et
Et même aller marcher. Je pense que même aller marcher une heure, une demi-heure, une heure, même 2 heures, peu importe. Mais sortir de son quotidien. En fait, sortir de son truc que tu fais tous les jours. Et c'est vrai que ça permet d'ouvrir un peu les idées. Quoi. Il y a un lien, sans rentrer dans les détails, mais il y a un lien extrêmement fort entre la respiration et la peur. Hein, la douleur, la peur, l'angoisse et la respiration, c'est très lié. Donc le simple fait de faire une bonne respiration comme ça, et puis juste de s'autoriser à s'analyser soi-même, à se dire, ok, là je suis en mode X ou Y, tu vois, je suis en mode freeze. Et puis comme tu dis, le mode freeze, on va tous y être. Mais l'idéal, c'est de ne pas être trop longtemps. C'est ça. Tu as le droit, tu peux te plaindre 5 minutes, et après tu passes à l'action, tu réagis, etc. Et donc, ça, c'est un conseil qui s'applique à toutes les crises, qu'elles soient personnelles, professionnelles, que ce soit une agression dans la rue, que ce soit une crise économique, que ce soit une dispute de couple, peu importe. Peu importe. Ça, c'est vraiment. Et puis, par exemple, dans des disputes privées, quand on réalise qu'on est en mode combat, c'est peut-être pas idéal. Justement, peut-être qu'il faut se réaliser qu'on n'est pas contre l'autre et qu'on est plus censé trouver ensemble une solution, etc. Un accord. Voilà, c'est ça. Après, autre conseil, alors là, c'est plus spécifique aux crises économiques. Je pense qu'on est encore dedans parce que c'est clair que là, à mon avis, en tout cas, je suis pas devin, mais à mon avis, c'est pas parce que même en admettant que le coronavirus disparaisse, se résorbe, etc., les dégâts économiques qui ont été causés, ils vont pas disparaître du jour au lendemain. Je pense qu'on va au devant d'une grosse crise économique, on est déjà dedans un peu, et je pense que ça va probablement être pire avant que ça devienne meilleur, comme toujours. Et l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de surtout pas être justement gelé, de pas arrêter d'investir en pub. L'acquisition, la prospection, en plus ça coûte moins cher maintenant dans beaucoup de cas parce que par exemple sur Facebook, c'est une compétition sur les mots-clés aux enchères. Et il y a moins de monde parce que tout le monde, voilà, en gros le truc c'est faites pas comme tout le monde. Voilà, ça a repris un peu. Hein. Ça reprend, mais c'est le truc faites pas comme tout le monde parce que ce que les gens pensent c'est oh mon Dieu c'est la crise donc j'arrête de dépenser. Et si vous dépensez à ce moment-là, vous allez gagner beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup moins de compétition. Et moi, on en parlait avant, moi j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires en mars et avril de cette année. Donc il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est sûr que ça. Moi je sais que j'ai doublé mon budget pub. À partir de fin mars. Jusqu'à maintenant, du coup je laisse tourner maintenant, mais j'ai doublé mon budget pub. Je dis bon, c'est la crise, ils vont tous sortir, je fais. J'annonce voilà. Donc c'est pour ça que quand tu gagnes du cash, en fait, ce qui est important, c'est de réinvestir. Alors c'est d'en conserver une partie, forcément, toujours, pour prévoir l'avenir. Pour prévoir, tu peux pas prévoir, en tout cas imprévisible. Mais donc du coup, ce qui est imprévisible, il faut avoir un peu de cash, un peu de trésor dans ton business, chez toi, et aussi quand les autres s'en vont, se retirent du marché. C'est là où il faut y aller, quoi. Bon, après, effectivement, tu vas pas, si tu loues des cassettes VHS, là, on est d'accord. Mais c'est vrai que les crises en général, c'est le bon moment pour être agressif. C'est ça. Et pour pouvoir être agressif, pour pouvoir saisir des opportunités, que ce soit dans son entreprise ou par exemple dans l'investissement ou l'acquisition d'autres entreprises, parce que tu as aussi, les crises, c'est aussi un moment où des entreprises font faillite, tu peux racheter l'entreprise, racheter le fichier client, des choses comme ça. Donc pour pouvoir réagir de manière agressive, il faut avoir du cash, c'est sûr. Donc c'est pas possible pour tout le monde malheureusement, et je sais que dans la crise actuelle il y a vraiment des business qui ont été touchés très brutalement, par exemple tout ce qui est dans le restauration, nuit, etc. Ou les artistes, enfin il y a des gens, ils ont vraiment été très durement touchés. On va dire que celui qui a su faire l'écureuil avant, c'est celui qui s'en sortira le mieux. Clairement. Je dis pas forcément, mais en tout cas clairement, ceux qui s'en sortiraient le mieux après, pendant la crise. Et c'est celui-là qui pourra encore faire grossir son business. Beaucoup d'entrepreneurs, et surtout infopreneurs malheureusement, ils crament en vous faisant miroiter des beaux palaces, des belles voitures. C'est bien, j'ai rien contre ça. Et si tu as les moyens, fais-le. Il n'y a pas de problème. Mais en fin de compte, il faut mieux... tu peux faire les deux si tu as beaucoup de moyens, mais si tu as des moyens limités, il faut mieux que tu gardes un peu cet argent-là et que tu investisses dans des actifs. Alors là, les actifs dans le marketing internet, c'est la publicité, c'est prospects, des clients. C'est toujours ces trois trucs, publicité, outils et accompagnement pour aller plus vite. C'est vraiment ça. Donc là, tu as partagé 2 conseils. Ton troisième conseil serait quoi? Mon troisième conseil, c'est que, alors évidemment, on a dit le deuxième conseil, c'était donc de faire de la prospection et puis de manière plus générale, rester agressif et investir. Surtout pas geler les investissements.
comme dans le premier conseil, surtout pas geler dans la tête. Mon troisième conseil, c'est que vous puissiez faire ça ou pas, il y a toujours une chose que vous pouvez faire, c'est bâtir une relation, travailler sur la relation avec vos prospects. Avec tes clients, avec tes prospects. Parce que moi, ce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs faire, et à mon avis c'était une erreur fatale, c'est si je gèle, eh bien, j'attends pour reprendre, j'attends que ça se calme. J'attends que voilà, on soit sorti de la crise et on sait que quand les gens sortent d'une crise, eh ben, ils ont un côté, ils ont une surcompensation, ils veulent acheter, ils veulent consommer, ils veulent faire la fête. Donc on se dit, il faut que quand ce sera comme ça, ce sera parfait. Mais si on attend ce moment-là et qu'on n'a rien préparé, on admet qu'il arrive, il devrait arriver, mais on n'en sait rien au final. Mais si on attend ce moment-là et qu'à ce moment-là seulement on commence à revendre et à réinvestir et tout, eh ben on part avec des gens qui connaissent pas, qui nous connaissent pas, et on commence le boulot à ce moment-là. Par contre, moi je pense que ce qui est mieux, c'est de commencer le boulot pendant la crise, pour que quand les gens sont prêts, pour qu'on arrive dans cette phase de wow, très bien, c'est tout d'euphorie, voilà, et bien qu'on ait déjà passé 1 mois, 2 mois, 3 mois à bâtir une relation avec ces gens. Donc je pense que le troisième conseil, c'est vraiment ça, c'est de ne pas négliger, de vous focaliser encore plus sur le suivi client et la relation client et prospect, hein, pas que les clients, surtout les prospects. Et pour ça, le truc, c'est le truc évidemment le plus puissant, c'est probablement le marketing par email. Donc, moi, voilà, si vous avez rien d'autre à faire que ça, améliorez vos séquences, écrivez des séquences plus longues, ça fera jamais de mal. Et puis comme ça, quand vous serez prêt à profiter de la crise, vous serez prêt, vous aurez un rapport avec ces gens-là déjà, plutôt que de commencer quand les choses vont bien et quand tout le monde va faire la même chose que vous, justement. C'est l'idée d'être proactif au final avec ça. Donc être proactif. Et ne jamais baisser les bras. Voilà, ça c'est mon conseil 4 et 5. D'accord. Et donc le 4 alors c'est quoi? C'est ça, le 4 c'est être proactif et le 5 c'est être persévérant. Vu qu'il en fallait 5 absolument. 5, après c'était 3, 7, peu importe. Donc voilà, donc déjà, tu as déjà beaucoup de contenu dans cette vidéo. Maintenant, alors, l'avant-dernière question, en fait, elle a été répondue déjà dans mon cours d'entretien. La question, elle est vite répondue. Voilà. Donc, on va passer à la question suivante. Si tu es d'accord avec ça. Est-ce que tu as, et la dernière, du coup, après, si tu as d'autres choses à partager, je te laisse libre cours à partir de maintenant. Est-ce que tu as ton conseil qui vaut son pesant d'or? Mon conseil qui vaut son pesant d'or pour un entrepreneur, et qui souhaite se lancer ou qui est déjà lancé d'ailleurs sur Internet. On regroupe deux questions en une. Pour quelqu'un, donc soit qui va se lancer, soit qui est déjà lancé, mais qui est au début, on va dire. Moi, c'est vraiment le fait de penser en système. D'accord, donc voir le marketing pas comme une série d'actions un peu au hasard, faites à droite et à gauche, voilà, selon les informations qu'on glane, mais vraiment de voir son entreprise et son marketing en particulier comme un système avec un S majuscule. Parce que quand on commence à penser en système, tout d'un coup, on a une vision claire du tout, on sait exactement quelles sont les pièces, on sait sur quelles pièces on doit travailler aujourd'hui, comment, pourquoi. Et quand on a un système, surtout on a une vision d'ensemble, on sait où on est et où on doit aller. Et voilà, avoir une carte, avoir de l'information, ça sert à rien si on ne sait pas où on veut aller et où on est. Et il faut avoir ces 2 points. Et le fait de penser en système, ça permet ça, je pense. Et quand on commence à penser en système, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin. On peut voir son suivi client comme un système, sa prospection comme un système, son développement de produits comme un système, etc. Mais le marketing, c'est vraiment un système. Et si vous avez des gens qui vous enseignent le marketing sans être capable de le concevoir comme un système, méfiez-vous parce que ça risque de vous faire tourner en rond. Moi, je pense que c'est vraiment le truc le plus important. En tout cas, si je devais dire quelque chose à quelqu'un qui commence ou qui débute, c'est comprendre que le marketing est un système et mets en place un système marketing complet dans ton entreprise. D'accord, ok. Bon, c'est cool. Merci pour toutes ces réponses très très riches. J'espère que tu auras pris les notes. N'hésite pas à revenir en fait sur cette vidéo. Et toute dernière, est-ce que tu as autre chose à partager? Quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que j'espère que ce que je vous ai dit vous a parlé, que ça a fait sens pour vous. Et puis que si peut-être on va se rencontrer dans le futur, je serais ravi de savoir que c'est venu de cette interview. Et si mon message peut être diffusé plus largement,
grâce à cette interview, ça me fait super plaisir parce que ma motivation première, c'est maintenant que j'ai un peu plus de confort financier, etc., on va dire, ma motivation première, c'est vraiment le message. Ouais. C'est que les entrepreneurs arrêtent de tomber dans des mythes, des malentendus qui leur font perdre de l'argent. Parce que je sais que si je peux avoir un tout petit impact sur le succès des entrepreneurs, le monde entier ira mieux parce qu'il y aura plus de bonnes idées qui seront diffusées, il y aura plus de gens qui ne seront pas dans la misère, etc., etc. Donc, merci à toi de m'avoir permis de diffuser un tout petit peu de mon message à une plus large échelle. Écoute, merci d'avoir accepté aussi cet entretien. Moi, ça me fait super plaisir de t'accueillir. C'est vrai que j'étais de passage à Genève et du coup, je me suis dit, tiens, on se connaît depuis pas mal de temps. Il est venu aussi au Mastermind du Sud que je co-organise avec Stéphane Munier il y a 2 ans, maintenant à peu près, environ 2 ans. Et c'est vrai qu'on a pu sympathiser, on a mangé ensemble déjà en Suisse il y a peut-être une année, quelque chose comme ça. Et du coup, là, vu que j'étais de passage en Suisse, je dis, il y a Dushan, il faut qu'on se voie, il faut qu'il me fasse une interview, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à vous partager. Voilà, en tout cas, comme aujourd'hui. Et du coup, que vous allez pouvoir appliquer d'ailleurs très rapidement. Voilà, commencez dès maintenant, n'attendez pas demain ou après-demain. Donc voilà, écoutez vraiment ça, c'est vraiment important. Même si vous plantez, c'est pas grave. Pensez comme un système, pensez au marketing comme un système, comme l'a partagé Dushan, et démarrez dès maintenant, quoi. Merci à toi qui écoute cet entretien. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas également à mettre des commentaires. Avec plaisir de t'y répondre. Il y a vraiment beaucoup de plaisir. Et puis beaucoup de succès à toi. Ciao, bye bye. Salut.